Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le deuxième épisode de la conférence internationale anticommuniste avec des géopoliticiens de 4 pays occidentaux différents. Je remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous les présente. Alexander Beneš, représentant l'Allemagne, auteur de 15 livres en allemand, certains ont été traduits en anglais. L'un d'entre eux s'intitule « L'influence des réseaux de renseignement sur les médias conspirationnistes ». C'est bien cela? Oui, c'est cela. Ensuite, Trevor Loudon, qui représente l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui est maintenant américain. Il a vécu la première partie de sa vie en Nouvelle-Zélande. Il a également écrit de nombreux livres, dont Les ennemis de l'intérieur, communistes, socialistes et progressistes au sein du Congrès américain. C'est bien cela? Tout à fait. Ensuite, Jeff Nyquist, qui représente les États-Unis, auteur de nombreux ouvrages également, dont Le fou et son ennemi vers une métaphysique du mal. C'est bien cela? Tout à fait. Parfait, et je suis Jean Robin, représentant la France, auteur de 60 livres en français, dont 2 ont été traduits en anglais, Ce que le monde doit au protestantisme et La France, colonie de la Chine communiste. Si vous êtes intéressé par nos livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. La dernière fois, j'ai également oublié de mentionner l'émission hebdomadaire qu'Alex et Jeff réalisent, intitulée Friends and Enemies, Amis et Ennemis, sur la chaîne YouTube d'Alex. C'est une émission de 2 à 3 heures chaque semaine sur l'histoire et la géopolitique. Je la recommande vivement. En fait, je n'en manque aucun épisode et je pense que c'est l'émission de référence pour la résistance anticommuniste internationale. En ce qui concerne un livre de référence, nous pouvons nous mettre d'accord sur Des mensonges pas si nouveaux, du transfuge du KGB Anatoly Golitsyn, un livre que vous pouvez trouver sur Amazon en 10 langues différentes. L'anglais bien sûr, mais aussi le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le suédois et quelques autres. Permettez-moi de dire un mot sur la conférence précédente qui s'est tenue le mois dernier. Elle a été suivie par plus de 10 000 personnes, principalement sur YouTube et Twitter, venant du monde entier, donc c'est un bon début. Et je ne compte que la version anglaise. C'est déjà 1000 spectateurs supplémentaires avec la traduction en français que j'ai réalisée. Les commentaires étaient également très enthousiastes, comme celui-ci par exemple. J'apprécie vraiment ce type d'échange et j'aimerais qu'il devienne une émission régulière. J'ai beaucoup appris. Votre souhait a donc été exaucé et nous voilà repartis pour une nouvelle conférence anticommuniste sur ce qui s'est passé dans nos pays en mai 2024. Alors passons aux nouvelles du mois dernier. Jeff, vous voulez commencer? Alors, allez-y. Bien, je vais parler du procès de l'ancien président Trump. Il s'agit de l'affaire du versement d'une somme de $130 000 à Stormy Daniels, une star du porno, pour qu'elle se taise au sujet de son allégation selon laquelle elle aurait eu une relation avec Trump avant l'élection de 2016. Il y aurait eu une falsification des documents commerciaux liés à cette transaction. Mais le crime n'est même pas clair. C'est l'une de ces choses où les procureurs démocrates et une sorte de processus injuste inventent en quelque sorte un crime. Normalement, ce n'est pas un crime de payer quelqu'un pour conclure un accord de non-divulgation avec quelqu'un et de le payer pour cela. Ce qui est intéressant, c'est que Stormy Daniels n'a pas fait bonne impression lors de son témoignage. Et 4 fois à la barre, l'ancien avocat de Trump, M. Cohen, a admis avoir volé à M. Trump la somme de $50 000 en engageant une entreprise qui n'a pas été payée avec l'argent de Trump et que l'organisation de Trump avait donné à M. Cohen. Donc M. Cohen a été contraint d'admettre qu'il avait déjà menti dans d'autres affaires. Il a été discrédité de manière assez complète. Et il est difficile d'imaginer que ce procès puisse aboutir à quoi que ce soit. Mais cela montre que non seulement ils ont été très stupides de mettre en avant cette affaire, elle a été mise en avant de façon très maladroite. Et les témoins ont été facilement discrédités. Il est incroyable que cela se produise, qu'il bâillonne Trump. Le juge a imposé un bâillon à Trump afin qu'il ne puisse pas parler de cette affaire publiquement.
Et pourtant, tout est dans les journaux, tout est à la télévision, tout le temps. La procédure est injuste, alors que M. Cohen et d'autres personnes impliquées dans l'affaire ont été autorisés à faire des déclarations publiques. Mais c'est donc un exemple de ce qui nous attend. Nous vivons dans un pays où si vous défendez l'Amérique, des avocats vont vous poursuivre et vous mettre en prison pour des choses qui ne sont même pas des crimes. Cela devient très effrayant et nous voyons la même chose se produire au Brésil. Et je pense que dans d'autres pays, nous allons voir cela de plus en plus souvent. Je pense que c'est le reflet du fait que nous avons aux États-Unis une cinquième colonne communiste au sein du Parti démocrate qui l'utilise pour s'introduire dans le département de la justice, dans nos institutions. Les communistes ont une vision du monde très impitoyable. Ils ne croient pas en l'état de droit. Ils pensent que tout ce qu'ils peuvent faire impunément, ils le font. À l'approche des élections, je pense que les services de renseignement russes et chinois ont eu pour objectif de diviser les États-Unis, de diviser l'électorat, de désinformer le camp démocrate et le camp républicain. Par exemple, faire en sorte que les républicains s'opposent au soutien de l'Ukraine et faire en sorte que les démocrates détruisent l'économie en croyant au programme sur le réchauffement climatique, qui, je pense, trouve son origine en Russie. Je pense que cela peut être argumenté de manière très convaincante. Et le vrai problème avec les élections, c'est que le FBI a découvert que notre réseau électrique et nos autres infrastructures sont truffés de logiciels malveillants mis en place par la Chine et la Russie pour faire s'effondrer nos infrastructures. Le FBI travaille fébrilement pour tenter d'y remédier, mais c'est un énorme problème. Il est évident que les Russes et les Chinois préparent cela depuis longtemps. Et mes sources en Chine spéculent sur le fait qu'ils visent une sorte d'attaque avant l'élection pour la perturber. Car les sondages montrent que M. Biden, malgré toutes ses tentatives pour détruire Trump légalement, ne peut pas gagner l'élection. Il est en train de perdre du terrain dans les États où se déroulent les élections. Il y a donc une spéculation selon laquelle cette attaque chinoise est en partie destinée à soutenir leur ami M. Biden. Bien sûr, nous ne savons pas vraiment quelles sont les relations de M. Biden avec la Chine, si ce n'est que nous connaissons l'existence de l'ordinateur portable de Hunter Biden et que nous savons que Hunter Biden a obtenu des informations sur son ordinateur portable. Vous voulez donc parler d'un événement qui amènerait la population à se rallier à Biden, c'est ça? Peut-être pour diviser les gens et pour créer de la violence ou un effondrement de l'infrastructure, de sorte que les élections ne puissent même pas avoir lieu. Imaginez que nous n'ayons plus d'électricité et que le pays soit plongé dans le noir. Comment pourriez-vous organiser des élections en novembre? En ce qui concerne le calendrier, 2 sources chinoises m'ont dit que les Chinois avaient prévu quelque chose avant ou après l'élection. Soit l'élection est contestée, si elle a lieu peu de temps après, soit avant, ce qui empêcherait même une élection normale d'avoir lieu, de sorte qu'il y aurait une possibilité de cela. On raconte que des soldats chinois ont été infiltrés aux États-Unis. Ma source, M. Wang de Lude Media, a déclaré que l'objectif était d'infiltrer 250 000 soldats chinois, hommes et officiers, aux États-Unis, en tant que civils. Selon nos informations, 90% des Chinois qui ont franchi la frontière étaient des hommes en âge de servir dans l'armée. Une source militaire affirme que 125 000 de ces 250 000 hommes sont déjà entrés aux États-Unis. Nous ne pouvons pas vérifier tout cela, mais c'est très inquiétant, car c'est possible. Il y a toutes ces rumeurs sur ce qui se passe au Mexique. Alors, si je peux me permettre, Trump a dit le 2 mai que la Chine était en train de construire une armée à l'intérieur des États-Unis, en ouvrant les frontières. C'est ce qu'il a dit. Oui, on en parle de plus en plus. Je pense que c'est une question très effrayante, parce que je pense qu'il y a une part de vérité. Et vous revenez au livre « Invasion silencieuse » de Scott Gulbrandsen. Les preuves qu'il a trouvées il y a plus de 20 ans, selon lesquelles la Chine expédiait des armes au Mexique et que certaines d'entre elles étaient expédiées vers des dépôts aux États-Unis.
En outre, la Chine a tenté d'acheter une mine aux États-Unis, à proximité d'une importante base militaire. Là encore, les États et le gouvernement fédéral, mais surtout les États, cherchent des moyens d'empêcher cela. Et en ce moment, il y a un mouvement qui fait que si les Chinois qui ont acquis cette mine ne la vendent pas, elle sera saisie. Pensez-vous que l'objectif de la gauche serait qu'il s'agit d'une tentative de sauvetage, de sauver l'Amérique, d'avoir un soulèvement de gauche parce que Trump représente ce qu'ils appellent le capitalisme en phase terminale? Vous savez, ce cliché. C'est possible, l'extrême gauche le dirait. Il le ferait si cela se produisait, mais après l'élection. L'argument selon lequel il s'agit de sauver la démocratie, Trump est un danger pour la démocratie, donc nous serions heureux de recevoir de l'aide pour sauver l'Amérique. Je dois souligner, et Trevor a tout à fait raison, que j'ai rendu visite à des groupes conservateurs dans le pays, et ils reprennent ces messages sur les médias sociaux que je peux reconnaître comme provenant de mesures actives russes. Il y a donc ce niveau d'hostilité injecté à droite, et je le vois aussi à gauche. C'est presque comme s'ils essayaient de mettre deux scorpions dans une bouteille et d'amener les Américains à se battre les uns contre les autres. Je crains donc que ces récits de conspiration, ne deviennent dominants et ne montent les Américains les uns contre les autres. C'est toujours George Soros ou des gens de gauche, mais personne ne s'intéresse à cet ennemi étranger qu'est la Chine et la Russie, à ce qu'ils font et à la manière dont tout cela est lié. Je pense donc que le problème est que les Américains doivent s'unir et non se diviser, et qu'ils doivent réaliser qu'ils ont un ennemi commun. Et que les seules personnes qui sont vraiment entièrement dévouées à nos ennemis sont une petite minorité de la cinquième colonne, qui, je pense, est ancrée dans les deux partis politiques. Jeff, une question. Pensez-vous qu'avec cet événement potentiel, ou peut-être dans les mois qui suivent, pensez-vous que la Chine est prête à se donner une image plus nationaliste? Nous en avons déjà parlé dans notre émission. La Chine a la possibilité de se déclarer plus nationaliste en combinant la gauche et la droite. Quelques ballons d'essai lancés dans les influenceurs ont essayé avec leur propre public. Peut-être que Xi Jinping travaille secrètement contre le communisme. Peut-être qu'il a mis les communistes sur la touche. Peut-être qu'ils sont en train de devenir nationalistes. Alors pensez-vous que cela pourrait devenir une sorte de Querfront, comme on dit en Allemagne, comme l'appelaient les communistes ici, une sorte d'alliance entre la gauche et la droite? Il y a une dizaine d'années, ou un peu plus, la Chine a commencé à mettre l'accent sur le nationalisme des grands Han, dans une grande partie de sa propagande. C'était le signe que la Chine était sur le chemin de la guerre. C'est exactement comme l'accent mis par les Russes sur le nationalisme russe, avec la Nova Russia. C'est la même chose. Ils ont appris cela de Staline, et Staline l'a appris d'Hitler. Les gens ne se battent pas pour des idées abstraites, ils se battent pour leur patrie. Je me souviens que c'était juste après la révolution Euromaïdan. Je connaissais des Russes qui disaient « Je n'arrive pas à y croire. La propagande anti-américaine diffusée par la télévision russe est pire que pendant toute la guerre froide sous l'Union soviétique. » Et je pense que vous voyez qu'ils ont le beurre et l'argent du beurre, dans la mesure où les dirigeants communistes de Pékin, Xi Jinping et les autres, Xi Jinping est définitivement un maoïste. Mais il sort aussi la carte du grand nationalisme Han. Ils utilisent donc les deux, parce que le Parti communiste est un parti au pouvoir et qu'il a besoin de cela pour avancer. Et puis, ils ont leur cinquième colonne de gens ici, en Occident, qui croient au communisme et qui ont besoin d'entendre cela venant d'eux. Le message dont vous parlez, Alex, selon lequel Xi Jinping travaille secrètement contre les communistes, est véhiculé par des gens du type QAnon.
C'est une grande partie de leur mème et aussi le mouvement MAGA communisme. Je parle de gens comme Jackson Hinkle et Az al-Din, qui poussent définitivement cette convergence de la gauche et de la droite. La propagande communiste met l'accent sur le nationalisme et le patriotisme à droite, et sur les anciens mèmes collectifs à gauche. Ainsi, les gens disent sérieusement des choses comme « Oh, les communistes ont eu un mauvais accord. Ils n'étaient pas aussi mauvais qu'on nous l'a fait croire. C'est vraiment nous, tous ensemble, contre les mondialistes. C'est nous, tous ensemble, contre les élites et les juifs. » C'est le genre de choses que l'on voit et que l'on entend maintenant. On assiste donc à une tentative d'amalgame entre la gauche et la droite libertaire et paléo-conservatrice. Le même nationaliste est absolument utilisé à cette fin. J'ai trouvé des choses intéressantes parce que je me suis penché sur cette tromperie de l'abandon du communisme par la Russie. Logiquement, cette tromperie doit être plus ancienne pour fonctionner. On ne peut pas faire couler le parti communiste et quelques mois plus tard seulement avoir des types comme Eltsine et Poutine qui se déclarent conservateurs et chrétiens. Ça ne marcherait pas. Donc, on peut utiliser le même nationaliste pour faire ça. Il faut donc une tromperie plus longue qui remonte à 10 ou 20 dernières années de l'Union soviétique. C'est la logique de base. Alors, j'ai trouvé des choses intéressantes que j'appelle le faux mouvement clandestin. Un mouvement clandestin conservateur chrétien mis en scène dans la Russie soviétique. Certaines personnes très puissantes croyaient en fait que Vladimir Poutine était un membre de ce mouvement clandestin. Et même Sobchak, qui a créé la nouvelle constitution, ou co-créé la nouvelle constitution de la Russie. Cela semble tout à fait logique si l'on pense à la propagande russe habituelle. Elle s'adresse aux masses, elle est adaptée aux masses. Ainsi, lorsqu'une personne de haut niveau à l'Ouest est favorable à la Russie, en particulier s'il s'agit d'un ancien général ou d'un ancien membre des services de renseignement, d'un officier de haut niveau ou d'un politicien expérimenté, si ce genre de personne à l'Ouest est maintenant favorable à la Russie, c'est bien sûr très suspect. Certains d'entre eux peuvent être achetés, d'autres peuvent se compromettre. Mais je soupçonne fortement, et il existe des preuves significatives, qu'il existe une autre catégorie de propagande russe qui vise un public occidental de haut niveau. Cette sorte de propagande russe spéciale n'est pas destinée au grand public. Il n'est pas censé la voir, il n'est pas censé en entendre parler. Et cette propagande spéciale était transmise de personne à personne à l'Ouest, des personnes vraiment importantes. C'est pourquoi toute la présentation de la Russie de Poutine comme étant chrétienne conservatrice, la renaissance supposée de l'ancienne Russie, est extrêmement importante. C'est le fondement de pratiquement tout le soutien que la Russie reçoit de la part des conservateurs au niveau international. Donc, si ce cadre est correctement exposé, la Russie pourrait perdre une grande partie de son soutien international. C'est pourquoi je me suis penché sur la question et bien sûr, lors de la dernière émission, j'ai parlé de ces politiciens allemands, d'extrême droite notamment, qui ont réussi. Ils font maintenant l'objet d'une enquête. Il y a eu des descentes de police contre des politiciens du Parlement européen. Ils ont été perquisitionnés parce qu'on les soupçonne d'avoir pris de l'argent russe, de l'argent liquide ou de l'argent chinois. Or, des hommes de droite, censés être de droite, sont accusés d'avoir pris de l'argent chinois, et l'un de ces hommes politiques avait même un assistant chinois qui est soupçonné d'espionnage. En général, ces Allemands de droite semblent penser qu'ils n'ont pas vraiment affaire aux successeurs du KGB, mais qu'ils ont affaire à un service de renseignement russe chrétien et conservateur, comme si l'ancienne Russie était de retour, la Russie tsariste. C'est pourquoi je pense qu'un certain nombre de personnes à l'Ouest étaient pro-russes.
Ils ne sont pas nécessairement achetés, ou pas tellement. Ils ne sont pas nécessairement tellement compromis. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux croient vraiment au type spécial de propagande qui a été créé et qui est sorti du public. Yeah. I think Tucker Je Carlson pense que Tucker Carlson est un bon is exemple. example, and I think there's a couple Je of pense qu'il y a generals quelques I généraux que je talk pourrais about citer, who I know que je connais personally, personnellement, very qui patriotic, sont but très they patriotes et completely qui ont swallowed complètement this gobé cette idea idée that there's a qu'il y a real vraiment une révolution silencieuse en cours en Russie, going on Russia, that Christianity is que le being christianisme restored, est en train d'être and we need restauré to work with et these que nous people devons travailler avec ces against gens the contre les globalists globalistes et and les the socialistes. socialists. General Flynn Général talked Flynn a a dit il y a little peu while que ago about l'invasion de l'Ukraine par that Poutine Britain's invasion avait of bouleversé Ukraine les plans des upset mondialistes. globalist plans, you know, for instance. And this is Il clearly s'agit what they d'un want. nouveau What is the new trust. trust? You know, I think Je pense que le QAnon QAnon is est largely largement inspiré de trust, l'opération but Trust, that's more for the mais il s'adresse people. davantage aux But I paysans. think there's this, as you say, there is Comme vous le this dites, il y a network ces of réseaux de gens qui individuals s'endoctrinent les uns les autres dans cette connaissance secrète. Comment un type comme Flynn pourrait-il croire à cette propagande? Comment vendre l'histoire du retour de l'ancienne Russie avec les tsaristes et les Russes blancs? Je veux dire, comment pouvez-vous vendre cela à moins d'avoir un type de propagande très spécial, qui soit crédible? Parce que la propagande habituelle ne l'est pas. Si vous avez simplement d'anciens membres du KGB qui paradent et vivent dans des palais, ça ne marche pas. J'ai trouvé cette chose et cela m'a conduit à un tas d'autres choses. J'ai trouvé ce petit bout de phrase dans le livre de Catherine Belton, Putin's People. Je lui ai écrit à ce sujet et j'attends sa réponse. Elle a donc écrit ce livre sur Poutine. Elle a obtenu une source qui lui a dit « Il y a cette princesse née en Russie, la princesse Tatiana de Metternich. Elle s'est mariée avec le clan Metternich. Elle est née en Russie, elle a fui les communistes, s'est installée en Allemagne et vit dans un château à Hessen. Il y a un visiteur, et le visiteur est, je cite, un jeune agent du KGB, Vladimir Poutine. Et il va voir la princesse et il fait ce rituel orthodoxe. Et la princesse dit qu'elle a été très impressionnée par lui. C'est un tout petit passage du livre. Catherine Belton a donc pensé qu'il s'agissait d'une tentative d'espionnage de la base militaire américaine de Hessen, qui se trouvait juste à côté. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, car je viens de recevoir les livres écrits par la princesse. La princesse Tatiana von Metternich, très vieille famille, très proche des tsars, connaît la royauté britannique, elle connaît les aristocrates allemands, elle connaît tous les gens de droite. Je pense qu'elle connaissait Henry Kissinger et un tas d'autres personnes de ce calibre. Et qu'est-ce qu'elle écrit dans ses livres, cette princesse? Elle parle de la renaissance de la Russie, du retour de l'ancienne Russie. Et elle est fermement convaincue, ou elle l'était parce qu'elle est morte il y a quelques années, fermement convaincue qu'il y avait une clandestinité secrète en Russie pendant l'ère soviétique. Le communisme n'a donc pas pu détruire l'âme russe, écrit-elle. Le communisme n'a pas pu détruire l'Église en Russie. Alors il y avait cette clandestinité, dit-elle. Et cette clandestinité aurait joué un rôle majeur dans la chute du communisme en Russie. Et elle pense que Sobchak était un membre de ce mouvement clandestin, le mentor de Poutine. Vous savez, elle a rencontré Sobchak à Saint-Pétersbourg. Elle a eu droit au grand tour, elle a pu visiter tous ces lieux, en particulier les grandes églises. Et elle a écrit sur cette renaissance. J'ai donc pensé, c'était exactement ce que serait le grand mensonge, la même chose que ce qu'elle dit. Je soupçonne que lorsque Poutine lui a rendu visite dans son château, il lui a dit qu'il faisait partie du mouvement clandestin. Je pense que c'est une idée que Tatiana a ensuite transmise à tous les autres membres de son entourage, aux aristocrates, à Henry Kissinger et à tous les autres hommes qu'elle connaissait. C'est ainsi que l'idée s'est répandue.
non pas en public, mais de personne à personne, entre ces gens de haut niveau. C'est ainsi qu'ils ont réussi à faire fonctionner le système, parce qu'on ne peut pas commencer cette tromperie en 1991. Il faut le faire avant. Il faut le faire pendant le communisme. J'ai donc lu les livres et je me suis dit que c'était complètement fou. En fait, après, j'ai consulté d'anciens documents de la CIA et d'anciennes études, parce que je voulais savoir ce que nous savions d'autre sur une supposée clandestinité d'extrême droite en Russie soviétique. Et j'ai trouvé des documents de la CIA, des études, et devinez quoi? Certaines de ces publications clandestines de droite en Russie soviétique, il y a plusieurs décennies, disaient exactement la même chose que la princesse Tatiana dans ses livres. La renaissance de la Russie, nous allons ramener la vieille Russie. Il y a une clandestinité et ils voudraient faire rentrer Solzhenitsyn dans leur groupe, etc. Alors je me suis dit, d'accord, c'est logique, non? Vous avez commencé la tromperie sous l'ère soviétique, vous avez dit à des gens comme des Occidentaux d'origine russe, comme la princesse Tatiana, vous lui avez vendu ce mensonge avec un type comme le jeune Poutine, et elle-même l'a vendu ensuite à d'autres personnes. C'est vraiment intéressant parce que si nous démêlons ce qu'ils ont fait, la Russie risque maintenant de perdre beaucoup de soutien international avec les conservateurs. Parce que c'est le mensonge. L'ancienne Russie n'est pas de retour. Ils ont tué l'ancienne Russie. Ils l'ont absolument assassinée. Je voulais poser une question à la fois à Jeff et à Trevor à propos de l'aspect pornographique de l'histoire avec Trump. Comment les Américains et surtout les républicains ont-ils réagi à cette histoire de porno? Parce que le porno est vraiment un fléau, comme nous le savons. Il a été poussé par la gauche et l'extrême gauche pendant de nombreuses années. Maintenant, il revient à droite pour hanter la droite. Est-ce que cela va nuire à Trump, selon vous, lors de l'élection finale? Comment va-t-il gérer cela? Et comment les républicains vont-ils gérer cela? Parce que cette histoire de star porno n'est vraiment pas quelque chose dont il peut être fier. Je ne pense pas qu'il en soit fier, mais je ne pense pas que la plupart des Américains s'en soucient. Trump a connu tellement de scandales. Lors de l'élection de 2016, je pensais qu'il était impossible que les chrétiens conservateurs choisissent un gars 3 fois divorcé comme Trump plutôt que Ted Cruz, qui était beaucoup plus conservateur. Mais j'avais complètement tort. Les Américains aiment les histoires de rédemption. Et cela rejoint ce que dit Alex aussi. C'est pourquoi les chrétiens et les conservateurs américains se laissent si facilement berner par la propagande russe. Ils veulent voir cette Russie chrétienne revenir, faire un comeback. Ils aiment voir la rédemption, ils veulent y croire. Oui, vous avez raison, car il semble que Trump ait été torturé par les tribunaux et par tout le reste. Voilà, le récit est plutôt celui d'une victime. Comme le dit Trump, ils n'en ont pas vraiment après moi, ils en ont après vous. Je me suis juste mis en travers du chemin et beaucoup de gens voient cela en ces termes. Donc je ne pense pas que cela lui fasse beaucoup de mal. Qu'en pensez-vous, Jeff? Oui, il semble que ce ne soit pas le cas. Trump s'est présenté à la présidence en 2016 et les chrétiens l'ont soutenu. Ce qui était intéressant, il a rencontré les évangéliques, il a accepté ce soutien. Et ce que beaucoup de chrétiens de droite disaient à l'époque, c'est que Trump est un nouveau Cyrus. Dans l'Ancien Testament, Cyrus le Grand n'était pas juif. Il ne faisait pas partie du peuple élu, mais il a aidé les Juifs. Il les a libérés de leur captivité babylonienne. Il a en quelque sorte restauré Israël. Il a ramené les captifs en Israël. C'est donc l'analogie qu'ils n'ont cessé d'utiliser encore et encore. Et je pense que c'est un principe qui a été inculqué maintenant. Certains chrétiens ne l'aiment pas, bien sûr, mais je pense qu'il a surmonté cela en termes de population électorale globale. Okay. So, Trevor,